Bienvenue pour ce live sur l'argent. Aujourd'hui, nous avons aussi envie de dire des trucs d'ailleurs. Attends, parce que c'est quand même un peu cracra ça. Hein. Donc, aujourd'hui, j'ai plein de choses à vous dire et j'utilise que le micro du coup. J'ai envie de parler, comme vous savez, de l'argent. Donc, toutes mes recherches, toutes mes réflexions, je vais parler des connotations autour de l'argent, des croyances limitantes, des peurs liées à l'argent, de nos modèles aussi qu'on a et qui font que ça conditionne un petit peu tout ça. Je vais parler de comment changer de mentalité aussi, du coup de comment se connecter à un pourquoi qui est plus important que juste gagner de l'argent pour s'enrichir. Et ensuite, comment on chemine petit à petit pour d'abord inverser les croyances. Non, tu manges les écouteurs. Et ensuite, pour sortir des croyances. Donc j'ai un million de choses à vous dire. J'espère que je vais pouvoir tenir pendant la durée du live. Donc ce que je vous propose de faire, c'est je vous fais la présentation et ensuite on passe à des questions-réponses plutôt vers la fin. Comme ça, peut-être que vos questions trouveront réponse dans tout le développement de ma pensée. Et à la fin, je garderai un petit espace pour les questions-réponses. Voilà, voilà. Noah, est-ce que tu peux me rendre l'écouteur maintenant? On va voir maman. Merci d'avoir été là. Hop, tu nous donneras ton avis à la fin, hein. Hop, ok, c'est parti. Alors, euh, voilà. De ce que j'ai noté par rapport à l'argent, le problème ou les problèmes principaux, c'est plutôt le fait qu'en France, l'argent est vraiment tabou. On a du mal à en parler, que ce soit reconnaître ce qui se passe à l'intérieur de nous ou alors d'en parler à notre entourage. On voit aussi qu'il y a un problème pas mal de mentalité autour de l'argent et donc comment on pense l'argent, comment on voit l'argent, comment on voit ceux qui ont de l'argent, beaucoup, pas beaucoup, moyennement, euh, ou alors de ceux qui en manquent. Donc je vous dis aussi, je regarde un petit peu vers le bas parce qu'aujourd'hui je voulais quand même quelque chose de structuré vu que j'ai énormément de choses à dire. Donc j'ai pris quelques notes pour être sûr que voilà, ça part pas dans tous les sens et que j'arrive bien à vous dire tout ce que je voulais. Donc voilà, les problèmes principaux, c'est vraiment le tabou autour de l'argent, surtout en France, et aussi la mentalité qu'il y a et les jugements qu'on peut apporter. Alors déjà, quand on parle d'argent, euh, la première pensée qui vient, en tout cas qui me vient à moi, c'est l'aspect inégalité. C'est-à-dire qu'on voit très bien que de l'argent, il y en a énormément, mais la répartition fait qu'on a à peu près 1% des personnes les plus riches qui possèdent 90% de toute la masse d'argent. Du coup, ce qu'on se rend très vite compte et l'association qu'on peut vite faire, c'est que avoir de l'argent, c'est pour les personnes, en gros, qui sont pourries, qui n'ont rien à faire des autres, qui sont déconnectées de la société, qui sont dans la manipulation et le contrôle. Donc ça nous aide, enfin ça nous aide pas en tout cas à avoir une relation à l'argent qui est saine. Et bien sûr, quand on nous pose la question, nous on aimerait avoir de l'argent pour réaliser nos rêves, pour pouvoir mettre nos proches à l'abri du besoin, pour pouvoir faire plein de choses, pour pouvoir donner, pour pouvoir contribuer auprès d'associations ou quoi que ce soit. Mais il y a quand même cette croyance qui est consciente ou même inconsciente que si du coup on vient à avoir de l'argent, on va devenir mauvais. En plus de ça, ce qu'on peut voir, c'est que lié à la répartition qui est inégale, on peut avoir ce truc de l'argent, il n'y en a pas assez pour tout le monde. Parce que la preuve, la plupart d'entre nous sommes en train de compter, de se demander ce qui va nous rester à la fin du mois, de nous demander ce qu'on peut faire, en fait, de se dire voilà, et si j'en ai pas assez. Donc c'est aussi lié à la peur du manque, mais les peurs, on y reviendra après. On voit aussi que l'argent, c'est lié au pouvoir, comme je le disais. C'est-à-dire que par ce pourcentage de ce 1% de personnes les plus riches qui possèdent 90% de la masse d'argent, on voit que grâce à cet argent, ils contrôlent. C'est-à-dire que ceux qui ont de l'argent contrôlent ceux qui n'ont pas d'argent. Pourquoi? Parce que le, aujourd'hui, l'accès à nos besoins primaires, donc manger, boire, éventuellement se vêtir et se loger en fonction des endroits où on vit et puis de nos capacités à supporter en fait l'absence de ça. Bref,
Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai un trou. Oui, voilà. Donc, on voit que c'est l'argent qui conditionne notre accès aux besoins primaires. Donc, le fait qu'il y ait très peu de personnes qui possèdent beaucoup peuvent exercer un contrôle sur la masse qui n'en a pas beaucoup. Parce qu'on voit bien, ça s'est passé pendant les révolutions, quand la masse se rebelle et que on amène les rois à la guillotine sur la place publique, bah, on voit bien que concrètement, ils ne peuvent rien faire. Donc ils tiennent un petit peu en contrôle tout ça. Ce qui ramène à penser que si nous-mêmes nous gagnons de l'argent, nous allons avoir le pouvoir de contrôle sur les autres. Et donc dans ces cas-là, bah, qui veut vraiment ça dans un espace sain, serein, d'amour, de bienveillance et ainsi de suite. Donc on se demande aussi si le fait d'avoir de l'argent, de gagner de l'argent, peu importe la manière dont on le récupère, on se demande si ça ne va pas nous changer. Donc la conclusion de ça, pardon, c'est qu'on voudrait bien avoir de l'argent, mais qu'on a trop peur que ça nous change. Donc il y a une espèce d'incohérence, puisque il n'y a pas de quoi, merci beaucoup. Euh, L'incohérence est que on a vraiment des envies mentales de pouvoir faire quelque chose, d'en gagner forcément. Est-ce qu'il y aura un replay? Oui, oui, je vais essayer de le mettre en replay si mon téléphone ne bug pas et même de la mettre sur peut-être YouTube aussi après. Euh, donc voilà, il y a une incohérence entre ce que notre mental veut, ce que nos peurs nous poussent à avoir aussi, à vouloir, pardon, c'est-à-dire à avoir de l'argent, que ce soit pour répondre aux besoins primaires de vivre, ou alors d'accéder à des rêves, à des projets, à une certaine générosité et ainsi de suite. Donc le truc, c'est qu'il y a trop d'enjeux par rapport à ce que ça pourrait changer en nous, ce que ça pourrait avoir, et ça, c'est bien sûr de manière inconsciente. Et c'est pour ça que souvent il y a des problèmes. Donc je parlais de peur liée à l'argent. Bah, vu que l'argent est l'accès et la voie d'accès à nos biens les plus primaires, forcément, les peurs les plus primaires vont être remises à la surface. Donc il y a la peur de l'insécurité. Et si j'ai pas assez d'argent, comment je paye mon crédit, comment je paye la nourriture, comment je paye la voiture, comment je paye les loisirs, et donc du coup comment je paye l'éducation des enfants, est-ce que j'aurai assez à la retraite? Donc là on est dans de l'insécurité de ce qui pourrait se passer si on venait à manquer. Du coup il y a la peur du manque aussi. Vu qu'on a, j'ai dit tout à l'heure que par la façon dont a été réparti l'argent, il y a il y a cet aspect de il n'y a pas assez d'argent pour tout le monde, donc il y a de la répartition. On a peur de ne pas en avoir assez. Alors on va faire des petites économies de bout de chandelle, on va essayer de mettre de côté, on va ne pas dépenser, on va avoir peur d'une certaine manière de perdre et c'est pour ça qu'on va vouloir gagner plus. Et cette peur, elle peut être liée aussi bien pour les gens qui n'ont rien du tout ou très peu et qui ont peur du coup, de ne pas recevoir assez et qui vont essayer d'économiser les petits bouts, les petits trucs dans tous les sens, mais aussi bien que de personnes qui sont millionnaires. Et c'est parfois, au-delà de la course au pouvoir, du concours de qui aura la plus grosse fortune entre les potes millionnaires, bref, il y a aussi cette peur de manquer finalement, et qu'on en veut toujours plus parce qu'on ne se pose jamais la question de pourquoi on gagne de l'argent, pourquoi on en veut plus, et du coup jusqu'où on va pour en gagner plus. Ça, j'y reviendrai après. Ensuite, il y a la peur du jugement qui peut être révélée. Et si je montre que ce soit ma fortune ou ma pauvreté, et si mon patron voilà, se rend compte de la vie que j'ai, quel que soit l'état, et que du coup, il se base là-dessus pour décider de est-ce qu'il va m'augmenter, pardon, ou même est-ce qu'il va m'embaucher. Du coup, est-ce que vraiment je peux montrer mon train de vie? Est-ce que je peux montrer ce qu'il y a? Parce que bah, c'est clair que, admettons, je gagne 6 000 balles par mois, j'ai un poste à responsabilité, tout va bien, ou j'ai une activité qui me génère ce revenu-là. Et bien sûr, dans le cadre où on travaille pour quelqu'un, et ben je vais lui dire que je sais pas, je veux 1, 2, 3, 5, 10, 15% d'augmentation parce que bah, tu estimes que ton travail vaut la peine, que tu t'es investi, que potentiellement ça fait aussi X années qu'il n'y a pas eu d'évolution de salaire alors que le coût de la vie lui évolue. Bref, est-ce que tu vas vraiment lui dire que tu gagnes 6 000 euros par mois? Bon, ça il le sait, mais que tu investis, je sais pas, dans une piscine, que tu t'as acheté une nouvelle voiture, que tu pars 3 à 4 fois par an à l'autre bout du monde, et il va se dire est-ce que c'est vraiment justifié? En tout cas, tu vas avoir cette peur-là.
Et aussi, que va dire l'entourage si je m'offre un beau cadeau ou si je refuse quelque chose à quelqu'un. Genre, tiens Eric, t'as pas 100 balles à me prêter parce que je suis un peu en galère là ou j'ai envie de faire ci, ça. Du coup, si on sait que tu as un revenu qui te met quand même à l'aise, qu'est-ce qui se passe si tu dis non à ce moment-là? Il peut y avoir un million de raisons de dire non. La radinerie, oui, mais tellement d'autres choses. Je sais pas, tu as des projets ailleurs, tu as déjà donné beaucoup, ce mois-ci tu es peut-être un peu plus juste. Regardez, nous ce mois-ci, on a emménagé dans une nouvelle maison, on avait zéro meuble. Bon, on a dépensé je ne sais combien de milliers d'euros pour pouvoir meubler tout ça rapidement parce que voilà, on vient, on n'avait même pas un lit, pas un frigo, voilà quoi, donc on a dû refaire tout comme ce que font les gens sur la longueur. C'est clair qu'à ce moment-là, quand j'atteins tous les plafonds de mes cartes bleues, que j'ai même mon meilleur pote qui me demande 100 balles, je suis un peu, tu vois, dans la difficulté de lui dire oui, alors que je sais que dans une semaine, un mois, 2 mois, quand les revenus vont de nouveau rentrer, ça va être plus faisable. Donc la peur du jugement, qu'est-ce que vont dire les autres par rapport à mon manque d'argent? Parce que aussi, quand on te propose de sortir et tu dis ouais non, moi je suis un peu juste, tu vois, parce que voilà, j'ai un truc qui a pété, j'ai les charges, j'ai le loyer, j'ai la voiture, j'ai ci, j'ai ça, enfin tout ce que vous connaissez. Et du coup, tu dis non, je viens pas au resto ce soir, puis une fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois. Puis on te demande de participer à un cadeau pour un tel, mais bon, tu les as déjà pas pour toi, donc c'est compliqué de les donner à l'extérieur. Bon, voilà. Il y a mille raisons d'avoir peur du jugement, de ce que vont dire les autres par rapport à ton, ton aisance en termes de moyens financiers et ton manque. Il y a aussi la peur de la séparation qui est révélée par l'argent. Ça, c'est très souvent lié justement à la famille et aux amis. C'est-à-dire que qu'on en ait en excès ou en manque, à partir du moment où l'argent vient sur le tapis familial, plus familial, mais aussi, ça peut être aussi amical, ça peut poser des problèmes. Il peut y avoir de la jalousie, il peut y avoir de la charité mal placée, il peut y avoir du jugement ou quoi que ce soit. Du coup, ce n'est pas rare, pour pas dire que c'est régulier, que parfois l'argent mis sur le tableau familial peut créer des séparations dans le sens où voilà, on a rejeté telle personne ou on s'est exclu nous-mêmes en fonction de ce qui se passait pour nous parce qu'on était jugé, on était jalousé ou peu importe quoi. Ensuite, il y a aussi la peur de l'échec qui est révélée par l'argent. C'est-à-dire que l'argent aujourd'hui, notamment par le fait que je vais reprendre mon exemple, j'étais dans un CDI, je gagnais autour de 2 500 € par mois, toutes primes confondues, lissées sur l'année et ainsi de suite. Et on a l'envie de devenir naturopathe, de mettre notre énergie et notre savoir à contribution des autres, de ramener plus de sens et on veut se reconvertir. Seulement, qu'est-ce qui se passe si je quitte mon boulot à 2 500 € par mois? La sécurité de mes cotisations à la retraite, ma complémentaire santé, mon assurance maladie, que j'ai une certaine épargne à l'intérieur par peut-être des actions qui ont été super avantageuses, blablabla, et le fait que je n'ai pas en gros à aller chercher de nouvelles activités, je n'ai pas à créer d'autres choses. Et ce qui se passe, c'est qu'on peut avoir des difficultés d'oser se reconvertir, et donc du coup de se séparer de cette activité et donc de ses revenus d'argent, parce qu'on aurait peur d'échouer dans notre nouvelle voie, que du coup cette stabilité apparente et cette sécurité, je dis toujours apparente parce que en fait c'est qu'une illusion. Le CDI, à tout moment, l'entreprise elle peut faire faillite, vous êtes à la porte. Vous pouvez avoir un problème de santé, ne plus exercer, ne plus pouvoir exercer, j'ai envie de dire un truc tout con, mais vous êtes, je sais pas, dactylo, secrétaire, voilà, il vous arrive un truc et vous avez une main qui part parce que vous n'avez pas fait gaffe. Du coup, c'est plus compliqué. Ou alors, s'il y a un handicap, s'il y a de l'arthrose, s'il y a de la sclérose en plaques, vous êtes un petit peu comme ça, et donc c'est compliqué. Ou sur vous êtes un métier manuel, vous êtes mécanicien, puis vous faites écraser la main sous une presse, il ne reste plus qu'une main. Enfin, peut y avoir. Alors, c'est des cas extrêmes, bien sûr, mais ça peut arriver. Moi, à mon boulot, j'avais un mec, il lui manquait 2 doigts, parce qu'il était légionnaire avant, il est passé sous je sais plus quel appareil de chantier, il a perdu 2 doigts. Derrière, c'est plus compliqué pour être minutieux sur les moteurs. Bref. Donc, on n'ose pas se reconvertir parce que on rentre soi-disant sur un chemin qui mène vers l'instabilité, qu'elle soit financière, qu'elle soit en termes de pérennité de l'activité, et ça nous ramène à la peur de l'insécurité, donc vu juste avant, qui va générer le manque. Voilà. Aussi, au-delà de l'échec, il y a ce que les proches disent. Tu as une super posture, tu vas pas la quitter sans savoir
pardon, sans savoir ce que tu vas avoir plus tard. Oui, voilà. Bah, ça renvoie en effet à cette notion d'insécurité. Donc, que ce soit nous-mêmes qui nous le disions ou que ce soit nos proches qui le révèlent chez nous, moi, mon père et ma sœur, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, m'ont beaucoup renvoyé à la peur de manquer d'argent en me reconvertissant. Bon, je ne me rattalerai pas sur ce sujet parce que sinon je vais dériver, mais en effet, parfois, bah, c'est la famille, c'est les amis, sous couvert de bons conseils, nous transmettent leurs propres peurs. Et c'est là aussi où c'est intéressant de savoir qui parle à l'intérieur de nous. Est-ce que c'est vraiment moi, et dans ce cas-là j'ai quelque chose à travailler, ou est-ce que je suis en train de m'approprier ce qui vient de l'extérieur. Donc voilà, oui, clairement. Ok. Et bien sûr, tout ça, toutes ces peurs, que ce soit l'échec, la séparation, le manque, l'insécurité, voilà, ça renvoie vers une peur qui est extrême, c'est la mort. Donc j'ai envie de dire que toutes les peurs, pardon, excusez-moi, toutes les peurs sont liées à un moment donné à la peur de mourir. Parce que, en tout cas, de mourir seul. Donc, une certaine séparation. Ça, c'est lié très probablement à des vieilles mémoires inconscientes qui agissent comme outils de protection. C'est-à-dire que clairement, quand on se reconvertit, on n'a pas peur de mourir. Quand on change de boulot, on n'a pas peur de mourir. Quand on se sépare même de son conjoint ou de ses amis, on n'a pas peur de mourir. L'idée, c'est que dans la mort, pour beaucoup, on associe la mort à la séparation de tout. Et du coup, ça peut être compliqué. Ça peut être aussi un rappel alors là, par exemple, il faut être en phase avec le fait qu'on ait eu différentes vies, que potentiellement on ait des mémoires qui agissent à travers nous de manière inconsciente. Et donc potentiellement, bah, le fait d'échouer, le fait d'être séparé, le fait d'être jalousé, le fait d'être jugé, parce qu'avant le jugement il n'était pas uniquement dans les mots, parfois le jugement il était sur un tribunal, tu passais au bûcher, tu passais à la guillotine, tu passais en pendaison sur l'arbre et tout, enfin voilà. Donc tout ça faisait que bah, potentiellement il y avait risque de mort et que parfois on peut avoir ces mémoires qui agissent inconsciemment en nous et qui nous ramènent à ça. Sauf que c'est pas clairement identifié, c'est manifesté autrement aujourd'hui dans ce qu'on a. Ensuite, l'argent bah, était lié au pouvoir, et toujours lié au pouvoir. C'est aussi pour ça que par rapport à la mort, bah, à une certaine époque, quand tu avais de l'argent, enfin l'argent était plutôt, comment je pourrais dire ça. L'argent, voilà, était la cause de guerre. Ça l'est encore aujourd'hui. Hein. Mais du coup, c'est des guerres dans lesquelles, 1, 2, 3, bah, les plus riches massacraient les plus pauvres pour continuer d'exercer le contrôle, et les pauvres massacraient les riches pour essayer de regagner un petit peu de pouvoir et d'avoir un semblant à un moment donné d'égalité. Sauf que les mêmes systèmes revenaient en place, et ainsi de suite, c'est pour ça que ça s'est jamais arrêté. Du coup, bah, ça crée des tueries mutuelles pour conserver, augmenter ou récupérer de l'argent. Donc potentiellement, vu que c'est quelque chose qui est présent dans notre histoire française, dans l'histoire mondiale, et donc du coup, bah, dans une certaine partie de nos mémoires inconscientes, dans nos corps subtils, il y a potentiellement cette peur de la mort. Ensuite, sans transition, mais bon, on reste un petit peu dans la même dynamique, il y a tout ce qui concerne les croyances limitantes. Alors je vais les énoncer très très vite parce que je ne vais pas m'attarder sur chaque. C'est juste pour que vous vous rendiez compte un petit peu à quel point on peut avoir quelque chose en nous, et peut-être que vous vous reconnaîtrez dans une ou dans toutes ces croyances, mais voilà. Et ça, c'est ce que j'ai sorti uniquement de moi. Je ne peux pas gagner de l'argent tous les jours. Mon emploi actuel est la seule source d'argent que je puisse avoir. Si je dépends d'un patron pour pouvoir gagner de l'argent, je dépends d'un patron pour pouvoir gagner de l'argent. Si je gagne beaucoup d'argent, je deviens quelqu'un de mauvais. Si je gagne beaucoup d'argent, on profitera de moi. L'argent ne se gagne pas facilement. Il faut trimer pour gagner de l'argent, à la sueur de son front. C'est là où on dit que tout travail mérite salaire. Il faut travailler. Ça ne peut pas être fluide, ça ne peut pas être facile. Je reviendrai à la question plus tard. Si jamais, Marianne Gomez, si jamais je ne l'ai pas abordée, repose-la moi parce que, voilà, je peux oublier. Je vais essayer d'y revenir. J'en étais à, donc voilà, il faut gagner l'argent à la sueur de son front. Je suis un mauvais gestionnaire d'argent, donc je ne peux pas en gagner car je ne saurais pas le gérer. C'est aussi ce qui se passe beaucoup avec les gens qui gagnent au loto, par exemple. Bon, bref. Je ne mérite pas d'avoir plus d'argent. Je ne mérite pas de gagner de l'argent facilement. L'argent est en quantité limitée, tout le monde ne peut pas en avoir. L'argent est sale car il se gagne en écrasant les autres. L'argent est le nerf de la guerre. L'argent rend superficiel. L'argent donne le pouvoir de contrôler les autres. Je ne suis pas fait pour être riche. Je ne peux pas gagner de l'argent en faisant ce que j'aime. Il y en a sûrement d'autres.
Mais ça, c'est, j'ai envie de dire, des choses générales qui sont implicites dans notre société et qu'on voit par rapport à tout ce que j'ai dit au début, par rapport aux connotations et à nos premières pensées quand on parle d'argent et de ceux qui gagnent de l'argent. Il y a aussi des croyances populaires qui nous sont répétées depuis tout petit. Moi, ça, c'est des choses que ma mère, mon père me disaient, que j'ai entendues et que j'entends encore de temps en temps. L'argent ne pousse pas dans les arbres, l'argent ne tombe pas du ciel. Euh, les riches sont des voleurs. D'ailleurs, Robin des Bois, il vole aux riches pour donner aux pauvres, parce que c'est les riches d'abord qui ont volé par tous les impôts, les cotisations, les taxes, les surtaxes, les surtaxes, l'impôt de l'impôt et ainsi de suite. Regardez votre fiche de paye, par exemple. Vous payez la CSG, je me souviens plus du nom exactement, et vous payez la CRDS. Bah, globalement, la CRDS, c'est la taxe de la CSG, pour faire simple. Après, il y a d'autres calculs plus subtils, mais dans votre fiche de paye, vous payez une taxe et vous payez la taxe de la taxe. Jusqu'où ça s'arrête. Donc les riches sont des voleurs, parce que bien sûr, c'est les gouvernements en place, c'est les politiques, c'est les patrons du CAC 40, je parle de ceux-là principalement, mais bien sûr, il y en a potentiellement d'autres, qui édictent ces lois et qui les mettent en place dans les activités. Et qui après rendent ces choses-là obligatoires pour les gens comme nous, qui éventuellement avons une société, on emploie 3 personnes et on est obligé de payer ces taxes aussi. L'argent ne fait pas le bonheur, donc par extension, pour être heureux, je ne dois pas en gagner. L'argent est la source de tous les maux. Je ne suis pas Crésus, l'argent, ça tombe pas comme ça. Il faut bien économiser pour la retraite ou au cas où. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Donc du coup, tu n'auras pas assez au moment venu et il faut en mettre de côté pour... Voilà. Donc oui, en effet, l'idée, c'est pas de claquer de manière inconsciente, de manière inconsidérée, mais voilà, quand on nous dit au cas où, c'est aussi... potentiellement, il n'y a pas assez d'argent dans le monde, tu ne vas pas gagner assez d'argent, donc le peu que tu gagnes, mets-le de côté, parce que si tu as une merde, voilà. Après, il y aurait la notion aussi de peut-être de loi d'attraction, de choses comme ça, qui fait que si tu gardes de l'argent pour le moment où il y aura une merde, dis-toi qu'elle va arriver très vite, puisque c'est là-dessus que tu focuses ton attention. Donc, c'est très probablement ça que tu vas expérimenter. Par contre, conserver de l'argent de côté pour un projet futur, que ce soit d'acheter ta maison, que ce soit acheter une voiture, que ce soit partir en voyage, que peu importe la raison qui te fait vouloir capitaliser un petit peu pour pouvoir t'offrir quelque chose qui te fait plaisir, c'est vraiment une énergie différente que de le garder au cas où il y a une merde. Donc voilà, tout que j'en étais où. Ne dépense pas, alors ça c'est ma mère qui m'a dit ça pendant mon enfance, ne dépense pas ton argent dans n'importe quoi ou tu risques ensuite d'en manquer. C'est-à-dire qu'elle me donnait de l'argent de poche petit, des petits trucs tu vois, mais au fur et à mesure des années j'avais capitalisé presque à l'époque c'était 1000 ou 2000 francs. Et à chaque fois que je voulais m'acheter quelque chose, mais que ce soit un bonbon ou un truc, elle disait dépense pas ton argent, garde-le pour plus tard. Éventuellement elle me le payait moi, mais enfin elle me le payait elle plutôt. Enfin bon, voilà. Donc une fois que... Alors tout ça, c'est une liste bien sûr non exhaustive sur les croyances. Mais voilà, vous voyez, moi, cette liste, je l'ai créée en 3 minutes top chrono. C'est-à-dire que même quand on a travaillé un petit peu sur soi, sur le discours, sur une avancée personnelle, tout ça existe, c'est présent. Et si j'y ai pensé facilement, c'est que je dois encore en avoir une partie en moi. Ou que du coup c'est tellement général que quand je me connecte à la conscience collective, je les capte immédiatement. Donc c'est vraiment important. Donc moi ce que je vous propose là, c'est de prendre un temps, ralentir un petit peu le flot de pensée, ralentir un petit peu le débit de parole et de se poser la question. Alors je vous les donne comme ça. Peut-être je vous les remettrai dans la description si c'est pas trop long. Sinon, je trouverai un moyen de vous le partager en story ou quelque chose comme ça, on verra. Et demandez-vous, quelles sont mes pensées au niveau de l'argent? Comment ai-je été éduqué par rapport à l'argent? Que ce soit les parents, les grands-parents, les oncles et tantes, l'école, ce que vous avez pu voir à la télé, ce que vous avez pu voir sur les panneaux publicitaires, voilà. Quelle relation à l'argent mes parents avaient-ils? Est-ce qu'ils en parlaient ou pas, ouvertement ou pas, devant vous ou pas? Est-ce qu'ils vous dévoilaient leur salaire ou pas? Moi je sais que encore aujourd'hui, j'ai jamais connu le salaire de mes parents. J'ai réussi à me faire une estimation dans ma tête par rapport au fait que ma mère était employée de banque, à un niveau relativement faible, donc on était, j'ai envie de dire, sur un gros SMIC, et mon père qui était plutôt chef de service dans une grosse boîte et qui était, je pense, plutôt autour de peut-être des 3-4 000 mensuels. Mais j'imagine, ça se trouve c'était 2000, ça se trouve c'était 6000. Je ne sais pas exactement quelles sont les grilles, mais je me dis par rapport à ce que j'ai vécu moi chez Renault et au poste équivalent, voilà ce que j'estime en fonction de ce qu'il laissait transparaître en termes de ouais, mon père gagne plus que ma mère, du coup c'est plus compliqué dans tel sens,
Puis au décès de ma mère, j'ai pu voir aussi que bah, la part qui était remboursée par l'assurance par rapport au crédit immobilier était moins importante, donc j'ai pu faire une proportion comme ça. Donc honnêtement, je ne sais aujourd'hui toujours pas. Euh, voilà. Ensuite, dans les questions à se poser, et qu'en est-il de vos grands-parents, de mes grands-parents? Alors moi, mes grands-parents m'ont pas transmis beaucoup de choses, parce que je les ai pas beaucoup connus, parce qu'on habitait très très loin et qu'on se voyait très peu et qu'on n'avait pas ce genre de discussion. Donc, comment ensuite agissez-vous ou réagissez-vous lorsque vous êtes en voie de vous offrir quelque chose? Quelque chose qui vous fait plaisir, vous avez les moyens, vous avez un job stable, voilà. Mais il y a un prix, 100 euros, 200 euros, 500 euros, 5000 euros, 10 000 euros. Qu'est-ce que ça génère en vous au moment où vous passez à l'action de dépenser de l'argent pour autre chose que le loyer, les factures, la nourriture et les trucs un petit peu vitaux, quoi, de première nécessité? Voilà, observez-vous en fait pour savoir ce qui se passe. Est-ce que je suis à l'aise? Est-ce que j'ai des peurs? Est-ce que je réfléchis à deux fois? Est-ce que je vais absolument vers le moins cher quoi qu'il se passe? Est-ce qu'au contraire je vais vers le plus cher parce que pour moi le luxe c'est tout ce qui existe? Enfin, quel est votre comportement? Et aujourd'hui, est-ce que j'ai une difficulté avec le fait de recevoir aussi? Qu'est-ce qui se passe quand on vous offre de l'argent? Les grands-parents, les parents à vos anniversaires, à Noël, quand vous gagnez quelque chose, quand votre patron vous donne une augmentation, vous donne une prime ou quoi que ce soit. Et plus globalement, comment vous réagissez quand vous recevez quelque chose? Que ce soit de l'argent, de l'amour, des cadeaux, des attentions, des compliments. Est-ce que vous êtes oui, merci? Ou est-ce que vous justifiez que fallait pas le faire? Est-ce que vous justifiez que le compliment, par exemple, est juste parce que vous avez une belle chemise, ou parce que vous avez un nouveau collier, ou parce qu'aujourd'hui vous êtes bien coiffé, vous sortez de chez le coiffeur? Voilà, comment vous réagissez quand on vous offre quelque chose, quoi que ce soit? Oh, j'ai eu du mal à le dire celui-là. Voilà. Donc observez-vous à travers vos pensées, vos comportements, pour identifier ce qui se joue. Et ensuite, peut-être, posez-vous la question, est-ce que toutes ces pensées me sont utiles pour réaliser ce que je veux réaliser? Est-ce que toutes ces pensées me permettent de créer ce que je veux, de me lancer dans ce que je veux, d'oser faire ce que je veux, de m'offrir ce que je veux, ou au contraire, est-ce que c'est un frein pour moi? Et du coup, ça m'empêche de créer et vivre ma vie sur mesure. Ensuite, bah, comment je peux transformer ces pensées? Donc, je vais revenir après sur le fait de passer par des croyances plus positives. Ah ouais, fallait pas. Ouais, bah fallait pas. Si tu continues à dire il fallait pas quand on t'offre quelque chose ou quand tu reçois quelque chose, au bout d'un moment, les gens ils vont le prendre au sens propre. Pas pour te blesser, pas par radinerie, pas par quoi que ce soit, mais parce que tu envoies cette énergie que fallait pas me faire un cadeau. Et donc du coup, tu créeras probablement les situations pour ça. Ou les embrouilles qui sont liées à ça. Bref, très gêné aussi. Ok, ça marche. Euh, voilà. Pour continuer d'aller plus loin, avant de passer sur la construction d'autres choses, je voudrais continuer d'aller plus loin sur euh, qu'est-ce qui conditionne aujourd'hui mes pensées, mes croyances, mes peurs par rapport à l'argent. Encore une fois, que ce soit pour en gagner ou que ce soit parce qu'on en a beaucoup ou parce qu'on a envie d'en avoir plus, peu importe. Qu'est-ce qui conditionne ça? Donc, quels sont nos modèles aujourd'hui? Parce que comme tout, on avance en fonction des modèles. Au début, ce sont nos parents, après ce sont nos enseignants, après ce sont nos profs de sport, j'ai envie de dire, après ce sont nos amis, éventuellement nos patrons, nos collègues, puis les gens qu'on admire, j'ai envie de dire, à la télé, ou sur d'autres supports, que ce soit des sportifs, que ce soit des chefs d'entreprise, que ce soit des médias, des politiques. Et là, j'en viens à dire que bah, les premiers modèles sont souvent, alors quand on parle de gain d'argent, c'est souvent les patrons du CAC 40 et les politiques qu'on considère comme étant mauvais. Bah ouais, parce que c'est ces patrons qui ferment des usines, c'est ces patrons qui exploitent leurs employés et qui à côté de ça se versent des dividendes et des primes incroyables tout en te disant que toi tu dois te serrer la ceinture pour être solidaire pour l'avenir de la boîte, alors que c'est toi qui es le plus limite d'un mois sur l'autre, et aussi les politiques qui pondent toutes les mesures bah, que vous connaissez au fur et à mesure, qui sont généralement faites pour appauvrir les pauvres et enrichir les riches. Ça, ce n'est plus approuvé. Ensuite, une fois qu'on a identifié que ça, c'était quelque chose qui était très présent et qui du coup conditionnait beaucoup des connotations, des peurs, des croyances et tout ce que j'ai dit avant, c'est
Qu'en est-il de nos parents? Est-ce que nos parents étaient dépensiers, pas dépensiers? Est-ce qu'ils géraient pas? Est-ce qu'ils nous parlaient d'argent? Est-ce qu'ils nous en parlaient pas? Comment ils nous apprenaient à gérer? À travers ça, quelles limites éventuelles ils nous causaient? Moi, je sais que mon père, j'ai toujours estimé euh, qu'il m'avait donné de très bonnes notions, c'est-à-dire de tenir un livre de compte, de noter scrupuleusement chaque entrée, chaque sortie, d'anticiper les dépenses récurrentes, loyer, nourriture, assurance, téléphone, internet, essence, voilà, tout ça pour ensuite aller dépenser que ce que j'avais finalement. J'ai pas eu cette notion d'épargne, ça venait que après, ça je l'ai appris après. Donc de manière plus générale, comment la famille nous sert de modèle aussi. Moi par exemple, j'ai une de mes tantes qui s'est aussi retrouvée en galère parce qu'elle gérait mal. Et donc du coup, qui a dû faire appel à mes parents un jour. Et ça, je l'ai su parce que j'écoutais un petit peu aux portes, mais on nous en a jamais parlé. Donc j'ai eu aussi ce modèle-là. Attention, si tu gères, tu es en galère, tu dois aller réclamer auprès de ta famille. Potentiellement, on menace de te saisir ta maison. Tu peux ne plus pouvoir acheter à manger, à boire. Tu peux ne plus avoir de logement. Voilà. Il y a aussi, ce qui a contribué, pardon, à aussi avoir ce suivi scrupuleux. Quand je dis scrupuleux, c'est plutôt pointilleux de toutes mes dépenses et de toutes mes entrées. Jusqu'à il y a, allez, 6 mois de ça, j'avais encore un livre de compte où je notais chaque centime qui entre et chaque centime qui sort. Aujourd'hui, je me limite à mon activité professionnelle, mais enfin pour ce suivi, parce que c'est un peu obligatoire en cas de contrôle. Mais sinon, dans mon activité, dans ma vie de tous les jours, je ne le fais plus. Et ça soulage d'une certaine manière. Et pourtant, je ne suis pas plus dépensier, je ne suis pas plus en galère. Mais le fait de ne plus y accorder autant d'importance liée à des peurs, ben, je me rends compte que j'ai pas tellement de manque, finalement. Voilà. Ensuite, au niveau des modèles, il y a aussi qu'est-ce qui se passe par rapport aux réseaux sociaux. Bah oui, c'est pas à négliger ça. Aussi bien je vous parle aujourd'hui, et probablement que dans mon discours, il va y aussi avoir quelques limites, quelques croyances, quelques conditionnements qui font que j'essaie, même si j'essaie d'avoir le discours le plus ouvert, il va peut-être se passer quelque chose. Mais qu'est-ce que vous observez des gens? Notamment de ceux qui ne disent pas grand-chose, mais qui montrent, qui se montrent à Bali, qui se montrent, je sais pas, à Ibiza, qui se montrent aux États-Unis, qui se montrent dans des super endroits, qui se payent des cocktails, qui se payent des hôtels, où il y a de la piscine, où il y a du resto classe, où il y a du champagne, où il y a, en tout cas, tout ce qui peut être, tout ce qui peut avoir attrait à une certaine richesse extérieure. Vous ne savez rien de ces gens-là. Vous ne savez pas si c'est ponctuel, s'ils se sont saignés toute l'année pour s'offrir une semaine de, ben, j'ai envie de dire, de moments Instagrammables pour vous les montrer. Vous ne savez pas s'ils ont des peurs, vous ne savez pas s'ils ont des croyances, vous ne savez pas s'ils sont heureux ou pas de vivre tout ça. Donc attention aux associations qu'on pourrait faire quand on voit la vie qui est révélée dans les réseaux. Moi-même, même si j'essaie d'être le plus transparent et le plus honnête possible, je sais très bien que je ne montre pas tout. J'essaye pourtant, enfin pas de tout montrer en mode voyeuriste et regarder ma belle vie, mais j'essaie de montrer des choses tout en montrant qu'il y a des moments, c'est pas facile. J'essaie de montrer une réussite tout en montrant qu'il y a eu peut-être un instant de galère. J'essaye de montrer qu'il y a eu des peurs aussi et que, par exemple, comme parler devant vous aujourd'hui, bah avant il y avait des peurs, aujourd'hui il y en a moins. Et j'ai toujours ce truc peut-être de, enfin, qui est encore présent, de me dire est-ce que ça va être intéressant, est-ce que ça va être bien structuré, est-ce qu'on va me jeter des cailloux, est-ce qu'au contraire on va me dire waouh c'est génial. Et malgré tout ça, bah, ça ne m'empêche pas de faire les choses. Ça ne veut pas dire que, voilà, là je parle avec peut-être une certaine fluidité. Regardez mes premières vidéos, c'était peut-être pas fluide. J'étais un petit peu plus comme ça, ouais, bon, bah, je suis là pour vous parler, bon, bah, excusez-moi. C'est pas hyper clair, désolé pour cette toux dans le micro. et, euh, et puis voilà, donc observez quels sont vos modèles en fait, et sur quoi vous vous basez pour ensuite générer vos croyances, pour ensuite mesurer vos c'est possible, c'est pas possible. Voilà. J'ai une anecdote d'ailleurs à ce sujet d'une personne que j'avais eue en coaching il y a quelques mois de ça, c'était l'année dernière, qui me parlait de ses deux grands-mères. Alors, du coup, j'ai pris quelques notes, je vais être un petit peu plus focus sur mon écran là pour vous le partager. La grand-mère numéro 1, c'était quelqu'un de pingre et qui avait peu de moyens. Dans son enfance, on lui avait appris et ses parents lui avaient montré qu'il fallait gagner de l'argent à la sueur de son front, que ça devait se faire dans la difficulté, dans la douleur, dans la souffrance, dans la contrainte. Que du coup, ça crée aussi des envieux dans le village. Parce qu'à un moment donné où elle et ses parents, et donc du coup elle a hérité de ça, de ses parents qui ont eu plus de moyens, qui ont pu s'acheter une plus belle maison et tout, il a commencé à avoir les gens qui parlaient sur eux, à leur demander de l'argent, elle ne pouvait pas forcément y accéder. Et puis après, elle a été pointée du doigt.
Et du coup, les relations dans le village se sont dégradées. Donc la croyance limitante qu'elle a retirée de cette grand-mère, qui était donc pingre avec peu de moyens, même si elle en a eu un petit peu plus après, ça a été que l'argent c'est une rareté, que ça crée l'insécurité, parce que potentiellement il y avait des vols, il y avait du jugement, il y avait du rejet, il y avait de la séparation et ainsi de suite. Donc ça créait des sentiments d'insécurité. Son autre grand-mère c'était l'opposé. Elle était prête à tout donner sans compter, parce qu'elle avait une grande confiance en Dieu, en se disant que Dieu pourvoirait à ses moindres besoins et que ce n'était pas un souci en fait pour elle. Le seul truc c'est que dans cette éducation religieuse, la grand-mère a transmis à cette personne que j'ai accompagnée qu'aussi c'était Dieu qui décidait de qui était riche, qui était pauvre, qui était malade, qui était en bonne santé, qui était dans l'aisance et qui était dans la difficulté, et ainsi de suite. Et donc, d'une certaine manière, même si cette grand-mère a transmis le fait que Dieu pourvoirait à tous ses besoins, elle lui a aussi transmis que Dieu, en gros, considéré comme une entité extérieure à soi-même et qui du coup avait droit de vie ou de mort, qui décidait de qui avait le droit à quoi, pour elle, remettre sa confiance et sa foi dans quelqu'un qui d'extérieur à elle et qui pouvait juger à tout moment qu'il se passe tout et n'importe quoi pour elle, c'était compliqué. Donc, qu'elle ait une grand-mère généreuse ou une grand-mère pingre, a incrusté des croyances limitantes en elle, qui au final a été la somme de tout ça. C'est Dieu qui décide, donc c'est chaud. Du coup, c'est compliqué de remettre mon pouvoir en lui, parce que comment je me gère moi. Et ensuite, par l'autre grand-mère, l'argent c'est rare et potentiellement ça peut créer l'insécurité, le malheur, le mal-être et ainsi de suite. Donc, comment je gère avec tout ça? Bon, on a avancé là-dessus. Voilà, donc, pour pouvoir avancer un petit peu sur ces modèles, déjà l'idée, ce serait de vous demander quels sont actuellement mes modèles. Est-ce qu'ils créent une limite en moi ou non? Ou dans mon processus. Par exemple, si le modèle à chaque fois... Quand je dis le modèle, c'est pas forcément quelqu'un qu'on aime, mais c'est quelqu'un qui est la référence dans notre observation et dans notre comportement lié à l'argent. Donc, quels sont les modèles? Si en effet, comme on disait tout à l'heure, c'est les patrons du CAC 40, c'est les politiques, ou c'est la grand-mère qui remet son pouvoir dans les mains de Dieu, ou que c'est le père qui te dit attention, l'argent ça tombe pas comme ça d'un arbre, et donc il faut faire hyper attention, il faut capitaliser pour au cas où tu es une galère. Il faut bien compter tout ce qui rentre et tout ce qui sort, parce que sinon tu vas avoir potentiellement des problèmes, et il y a les impôts qui vont te tomber dessus, les essais vont te tomber dessus, et si ta famille n'est pas en capacité de t'aider ou que tu n'as personne pour t'aider, tu vas te retrouver sous les ponts. Donc voilà, vous voyez que là on n'est pas dans l'expansion personnelle, on n'est pas dans la création de sa vie et tout, et du coup on est plutôt dans une limite. Ensuite, si jamais vous êtes dans ce cas-là, après si vous avez des modèles qui vous boostent, qui vous portent et tout, bon là la question se pose un petit peu moins, mais sinon quels seraient les nouveaux modèles? Et moi quand je me suis posé ces questions il y a quelques années de ça maintenant, j'ai décidé d'opter pour des modèles. Moi je suis passionné de tennis et je connais pas tous les gens riches du monde. Par contre, je connais Rafael Nadal et Roger Federer. On pourrait avoir des choses à redire sur eux, je pense, comme toute personne, parce que, bref, j'y reviendrai après. Mais je me suis dit quand même, c'est des gens qui, en termes d'être humain, en tout cas de ce qui transparaît par rapport à ce qui se passe sur les cours de tennis, et moi je suis beaucoup ça, je ne suis pas que Roland Garros qui passe à la télé, mais je suis tout le circuit, c'est quand même des mecs qui sont hyper fair-play. Les mecs, depuis leur premier jour sur le terrain, ils refusent absolument de gagner un point sur un malentendu. Et ils vont préférer donner un point à la personne en face plutôt que de gagner sur une ambiguïté. Ils veulent qu'il n'y ait aucun doute. Donc ils sont d'un fair play sport. Ils vont pas gruger une balle qui est un petit peu sur la ligne, discuter une décision de l'arbitre sur quelque chose qui est ambigu, tendancieux et tout. Ils veulent gagner nettement. Donc ils ont vraiment cette notion de, au-delà de l'aspect de compétiteur, qui pareil peut être discutable, mais ils ont vraiment, quand ils sont sur le terrain, le but c'est pas d'écraser l'autre, c'est de laisser exprimer leurs forces et leurs valeurs. Ensuite, chacun, l'un comme l'autre, ont créé des associations, des clubs de tennis pour aider les gens, voilà. Alors après, pareil, tout peut être discutable, oui, mais c'est pas le bon endroit, moi j'aurais plutôt fait ça, mais n'empêche qu'ils font quelque chose. Et donc ça, je l'admire beaucoup parce que, certes, ils ont gagné des millions et des millions de dollars, comme Novak Djokovic aussi, pareil, où lui il gagne de l'argent et il peut faire vivre quasiment toute la Serbie avec.
donc il fait énormément de choses dans son pays aussi. Et, euh, et du coup, bah, moi, avoir ce type de modèle peut me dire que si et quand je gagnerai de l'argent, plus en quantité peut-être que ce que j'ai aujourd'hui, eh ben, je peux être comme ces personnes, puisque je ne considère pas que ces personnes sont pourries, et qu'elles ont changé, oui, par rapport au moment où elles n'avaient pas d'argent, mais en mieux, puisqu'elles font énormément de belles choses pour leur famille, ok, mais pour des gens qu'ils ne connaissent pas, pour des causes qui sont les leurs et qui leur paraissent justes. Et donc je sais que je peux être comme ça aussi si j'en ai envie. Donc voilà, après ce sont mes modèles, donc je vous invite à voir quels sont vos modèles. Et si vous n'en avez pas, peut-être, pardon, si vous n'en avez pas, peut-être que vous pouvez réutiliser les miens. Renseignez-vous sur ces personnes-là, sur ce qu'elles font, et voyez si ça vous porte. Sinon, continuez d'explorer, de parler avec des gens, de voir qui fait quoi, et de pouvoir peut-être changer de vision. Et donc, ça m'amène sur le sujet d'après, c'est comment changer de mentalité. Alors, il y aurait plein de choses à faire. Déjà, je dirais que aujourd'hui on dit que l'argent c'est le problème, mais pour moi c'est pas le problème. Si là immédiatement l'argent était remplacé par des brocolis, le problème serait le même, parce que les brocolis seraient en quantité abondante et ils seraient toujours mal répartis parce que le problème c'est pas l'argent, c'est comment les gens pensent, comment cette élite qui a ce contrôle sur ce pouvoir d'échanger cette énergie, cette valeur contre des biens. Non, mais même en changeant de planète, je suis désolé, mais si tu changes de planète et que tu as les mêmes personnes, tu recrées les problèmes, mais ailleurs. Donc que tu changes de planète ou que tu changes de système d'échange, ce sera la même chose. À partir du moment où la mentalité est de je contrôle cette valeur et je la répartis mal pour asservir les gens, le problème sera le cas. Et même avec des brocolis sur Mars, eh ben, le problème existera si on ne change pas la mentalité. Et la mentalité, du coup, il pourrait y avoir bon, déjà le fait qu'on pourrait avoir une meilleure répartition, mais est-ce que vous avez assez d'argent pour le répartir? Oui, faites-le, ok, c'est génial. Non, ok Marianne, je vois qu'il y a toujours ta question. Non, alors attends, je disais quoi? Je disais oui, est-ce que vous avez assez d'argent? Donc oui, répartissez-le le mieux que vous pouvez. Non, faites ce que vous pouvez. Mais dans tous les cas, vous ne pouvez pas avoir la main sur ces personnes qui contrôlent le monde. Donc quand je parle de changer de mentalité, c'est aussi de pouvoir changer la façon de voir l'argent. Et donc de voir aussi que l'argent, c'est une énergie. Alors oui, j'ai déjà eu ces réflexions, ouais, mais c'est facile à dire quand tu as de l'argent. Moi, j'ai essayé de voir que c'était une énergie, ça marche pas. C'est pas une formule magique que je suis en train de vous donner, c'est une façon différente de voir ce que c'est. Et qu'aujourd'hui, on s'accroche à l'argent et à ce qu'on pourrait faire avec parce que ça conditionne aussi notre accès aux besoins primaires, comme je l'ai déjà dit. Mais il faut voir que l'argent, comme tout, je suis une énergie, ma chemise c'est une énergie, ce rouleau de PQ c'est une énergie, ce support de micro c'est une énergie. Elle est juste manifestée différemment. Donc c'est une énergie. Et comme toute énergie, elle va et elle vient. Voilà. C'est comme ça. Donc on pourrait dire que d'une certaine manière, si nous sommes un canal dans lequel circule cette énergie, qu'on pourrait appeler l'abondance, donc petite note à part, l'abondance n'est pas financière, l'abondance c'est une posture de libre circulation de toutes les énergies qu'il y a, qui peuvent rentrer et sortir. Comme je disais tout à l'heure, on est autant dans l'abondance quand on fait rentrer et sortir de l'argent que quand on fait rentrer et sortir de l'amour, quand on fait rentrer et sortir des compliments, quand on fait rentrer et sortir des cadeaux et ainsi de suite. Tout est abondance. Donc, il n'y a pas le canal de l'argent, le canal des cadeaux, le canal du bonheur, le canal du compliment. Il y a un canal dans lequel circule tout. Et on pourrait dire que ce canal, c'est nous en connexion avec toute la vie elle-même. Donc le fait de voir ça comme ça permet aussi de se dire que l'argent, il ne va pas rentrer plus facilement parce que vous vous dites que c'est une énergie. C'est pour ça que tout à l'heure je vous ai demandé comment vous êtes dans une posture de don et de réception.
Euh, il faut changer le brocoli. Comment on est dans une posture de don et de réception. Euh, Comment vous réagissez quand on vous fait des cadeaux, des compliments, quand on vous offre quelque chose, quand vous vous offrez quelque chose et quand vous êtes en posture de don. C'est tout un global. Donc l'argent, on dit que l'argent rentre et donc on en gagne, ou que l'argent sort et qu'on dépense. Moi, ce que je propose, c'est de changer ce langage. C'est-à-dire plutôt que de dire que je gagne de l'argent, c'est-à-dire que j'ai un comportement qui fait que quelqu'un ou quelque chose d'extérieur me permet d'avoir de l'argent, moi j'aime plutôt fonctionner dans le fait que je crée de l'argent. Parce que c'est moi et mes ressources, moi et mes idées, mes intentions, mes envies, bon pourquoi je fais ce que je fais, qui va me faire générer des idées pour créer un revenu. Et cette idée, ça peut être d'aller démarcher un employeur, de postuler, à un emploi qui fait que vous allez créer de l'argent. Mais ça peut être tout aussi bien de faire des peintures et de les vendre sur les marchés, de créer un accompagnement et de le vendre à des gens qui vont être réceptifs et qui vont avoir envie de cet accompagnement. Ça peut être tout aussi bien de faire pousser des légumes et de les vendre aussi sur les marchés. Quelle que soit la façon, c'est votre idée, c'est mon idée, c'est mon implication, c'est mon énergie, c'est ma responsabilité, c'est ma persévérance, c'est tout ça qui fait que je vais pouvoir mettre quelque chose en place qui ensuite aura pour résultat de générer de l'argent. Et vous voyez, je parle de générer, de créer, pas de gagner, pas d'hériter, pas de tout ça, pas de quelque chose qui ne conditionne pas, enfin, pas quelque chose qui plutôt conditionne cette entrée, cette circulation d'entrée par quelque chose d'extérieur que je ne suis pas en capacité de maîtriser. Et ensuite, plutôt que de dépenser de l'argent, j'aime dire que j'investis. Parfois, j'investis dans mon avenir et je me paye une formation. Parfois, j'investis dans de la nourriture et j'investis dans ma santé future. Parfois, j'investis dans un cadeau et j'investis dans mon bonheur immédiat. Voilà, je ne dis pas que les cadeaux conditionnent le bonheur, attention, ne me fais pas dire ce que je ne dis pas, c'est un exemple, peut-être un raccourci. Mais voilà, quelle que soit aujourd'hui la sortie d'argent que j'effectue, je parle du principe que j'investis à un endroit ou à un autre de ma vie. Et donc, j'investis finalement en moi, que ce soit sur quelque chose d'immédiat ou que ce soit sur quelque chose de futur. Et le fait d'investir, il y a aussi cette notion de j'investis, ça veut dire qu'il y a un retour. Et oui, quand j'investis par exemple, je ne sais pas, 10 000 euros dans une école de naturopathie, parce que c'est ce que j'ai payé en gros, pour me reconvertir, devenir naturopathe et avoir un métier qui a du sens pour moi et qui du coup me permet d'aider les gens, j'investis dans un futur où potentiellement je vais être plus heureux, puisque j'aurai plus de sens, où j'aurai moins de fatigue et d'épuisement, où j'aurai un boulot qui fait du sens et qui a un impact plus large dans le monde. Donc j'aurai retour potentiellement de clients qui vont me payer mes séances, j'aurai un retour sur mon bonheur, j'aurai un retour aussi sur le fait que si les gens sont plus heureux, par le fait que je leur ai apporté quelque chose qui les amène aussi à être plus heureux, leur énergie va être plus positive, leur volonté, leur bonheur sera aussi plus grand. Et donc ils auront un impact en retour vers moi à travers toutes les personnes qui vont toucher et je contribue par ça à faire grandir le monde. Donc dépenser 10 000 euros dans une école, on pourrait dire que c'est futile, que voilà, tu as claqué 10 000 euros, que tu aurais pu faire autre chose, tu aurais pu t'acheter une voiture, mais en fait j'ai investi ailleurs. Quand j'investis dans, je sais pas, j'ai envie de dire, j'ai envie de me payer un truc qui me fait plaisir, qui apparemment n'a aucune utilité, j'investis aussi dans un espèce de bonheur immédiat, sans parler d'achat compulsif, de quelque chose de pathologique ou de quoi que ce soit. J'investis en fait dans mon bonheur immédiat, qui fait que peut-être qu'à un moment donné, ma chérie, elle va me dire un truc qui va m'énerver, mais en fait, vu que je vais aller bien, je vais être plus enclin à pas me laisser traverser, à pas juger, à pas réagir. Alors que si je me frustre de ne pas pouvoir faire ce que je veux, alors que potentiellement j'en ai les moyens, elle va me dire un truc, je vais lui tomber dessus. Et donc jusqu'à-là, on va être engrainé. Et donc du coup, si je suis plus fluide avec ma chérie, elle sera plus fluide avec elle-même, et donc du coup avec les interactions qu'elle aura, et ainsi de suite. Et on est sur le même raisonnement de réaction en chaîne, qui soit positif ou négatif en fonction de l'énergie qu'on émet, et de l'intention qu'on émet. Je regarde un petit peu les commentaires. Ok. Alors du coup, j'ai vu qu'il y avait une demande pour participer. Je ne fais pas participer parce que vous voyez, je suis déjà à 50 minutes et j'ai pas tout à fait fini. Il y a des choses encore à voir.
Voilà, donc il faut accepter l'entrée autant que la sortie. Regardez, prenez un exemple. J'ai une paille dans la main, je la trempe dans l'eau, ou je la mets à circuler, je la mets dans une rivière, et vous voyez que ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. Maintenant, je bouche un bout. L'eau ne circule plus. Ok, et l'eau qu'il y a dedans stagne. L'eau qui stagne, eh ben, elle croupit, donc elle n'a plus de vie. Donc elle est nocive, et que si tu bois cette eau-là, ça va te rendre malade. Donc l'idée, c'est de déboucher, alors que ce soit le bouchon de l'entrée ou de la sortie, de la création d'argent ou de l'investissement d'argent, il faut que les deux parties soient ouvertes. Au même titre que de recevoir de l'amour, donner de l'amour, accepter de donner de l'amour mais aussi d'en recevoir, c'est le même bout, c'est la même paille, donc c'est le même fonctionnement. Et tout est lié. Et que si on bouge un bout, tout ce qui est contenu est impacté. Argent, bonheur, amour, santé, tout. Donc voilà. Ensuite, faut partir du principe que l'argent étant une énergie ne nous appartient pas. Donc quand on essaye de faire un à moi, on bouche un bout et ça génère des problèmes. Donc ce n'est pas le nôtre. L'argent nous traverse. Il entre et il sort comme une pensée entre et sort et à un moment donné, on a juste le droit de pouvoir le faire vivre à l'intérieur de nous pour une raison bien précise. Que ce soit pour nous apporter un message ou que ce soit pour concrétiser un projet. Genre par exemple, la pensée qui me fait dire que je suis incapable de me reconvertir et d'être mon propre patron, de vivre la vie idéale qui me vient, c'est une limite. Cette pensée, elle est là, elle va me servir à me donner un message. Ce message, il va vivre en moi le temps que je puisse faire ce qu'il faut pour aller mieux. Par contre, si je continue de le faire vivre indéfiniment à l'intérieur de moi et qu'au bout d'un moment je ne m'en libère pas, ça va créer les limites et tout ce qui du coup pose problème dans la vie de tous les jours. Pareil pour l'argent. Si l'argent, à un moment donné, je le fais vivre à l'intérieur de moi à travers mon compte en banque, que je le garde pour être mis en action au moment le plus opportun pour moi, pour créer quelque chose par amour, et non pas de provisionner quelque chose par peur d'une emmerde, qui là, on est plutôt en croyance limitante, eh ben, on va s'autoriser à conserver cet argent en nous, de le faire vivre, de pouvoir comment ça s'appelle, j'ai envie de dire, le faire vivre en fait, c'est ça, il n'y avait pas d'autre mot, pour qu'ensuite il ressorte et qu'il se mette au service du projet de ma vie ou du projet du moment. Alors que si je le garde par peur de... donc là, on est dans une circulation. Il entre, il vit un petit peu en moi et il ressort. Si par contre je le garde et que je le capitalise par peur de la maladie, par peur de la retraite, par peur de ne pas avoir assez pour mes enfants, par peur de ne pas savoir manger, par peur, finalement, je bouche un côté de la paille, cet argent croupit, et vous verrez que vous en aurez besoin pour vous soigner. Vous en aurez besoin parce que votre enfant a se pété une jambe. Vous en aurez besoin du coup, et non pas envie. Et c'est ça vraiment la grande nuance entre le besoin et l'envie. Ensuite, on pourrait parler d'une notion en langage des oiseaux de salaire contre argent. Alors ça, je vais faire hyper simple, j'en ai déjà parlé. Pour moi, le salaire, quand c'est quelqu'un qui nous octroie un salaire, ou quand on a cette vision que quelqu'un nous octroie un salaire, c'est du sale air, c'est un air malsain qu'on respire. En gros, c'est un argent qui a vécu dans une paille bouchée et qu'on nous renvoie à l'intérieur, qui est tout pourri, tout cracra. Et donc du coup, ça conditionne la limite, les peurs, la mauvaise santé, la dépression, le besoin, et non plus la santé, l'ouverture, la fluidité, la circulation, la création. Comparé à l'argent, qui vient de l'art des gens, et qui est dans un système qui est pour moi accroché au fait que, comme je disais tout à l'heure, je crée de l'argent moi-même. Même si aujourd'hui je bosse avec Flore, là, ma meilleure amie, dans la maison juste là, et ben même si je bosse avec elle, c'est quand même moi qui crée cet argent, parce que c'est moi qui étais à l'initiative, c'est moi qui sais dire que je fais ce que je veux, c'est moi qui ai choisi ça, et ça n'a pas été un besoin de travailler avec elle, ça a été une envie. Et j'ai créé de l'argent avec elle, et je crée de l'argent avec Vitali Formation, et je crée de l'argent autrement aussi, et j'ai des idées pour créer encore des choses autrement, pour que finalement cet argent se mette au service de ce que je vais faire plus tard. Et puis le truc aussi, c'est que ça, c'est donc pour faire évoluer un petit peu notre mentalité et les mentalités de manière générale, mais tout passe par nous, donc c'est notre mentalité avant de vouloir faire changer les patrons, c'est à nous de changer en fait. Avant toute chose, parce qu'on ne peut pas, pareil, sinon ce serait jouer le jeu qu'ils jouent et de contrôler leurs pensées, leur façon d'agir, alors que c'est tout aussi non juste que quand ils le font eux avec leur façon d'agir.
Et donc le point important, c'est que même si changer de mentalité c'est important, on ne peut pas berner l'univers. C'est ça. C'est-à-dire que demain, si vous sortez, que vous donnez 100 balles à quelqu'un qui fait la manche, dans l'optique de recevoir plus tard, ça marche pas. Ça marche pas parce que vous le faites pour utiliser une espèce de formule magique qui fait que si je donne, ça rentre. Donc ça marche pas. Vous ne pouvez pas, payer un appartement à votre enfant en se disant qu'il va vous le rendre. Vous ne pouvez pas donner de l'amour à quelqu'un en espérant qu'il va vous le rendre. La nuance, c'est donner en sachant qu'il y aura un retour, mais ce retour, vous ne maîtrisez pas comment il va se passer. Et ça, moi, j'avais expérimenté avec un ami à moi, avec qui j'avais donné, plusieurs fois de l'argent. Et lui me disait, mais je vais te rendre, je vais te rendre. Ok. Et finalement, j'ai lâché l'affaire parce que je voyais qu'il m'a jamais rien rendu. Mais en vrai, j'en avais pas besoin. J'avais pas besoin qu'il me rende parce que j'ai vu que quand tu ouvres les œillères, en gros, si tu te dis, bah, c'est cet ami qui doit me rendre l'argent que je lui ai donné, c'est de l'argent qui doit m'être rendu. En fait, tu mets des œillères sur comment le flux de circulation se fait. Et peut-être que je lui ai donné de l'argent, mais lui, il m'a donné beaucoup d'autres choses en retour. Il m'a donné un toit à un moment donné où je ne me sentais pas chez moi avant d'avoir mon appartement. Il m'a accueilli presque tous les soirs pour éviter de vivre une situation qui était dérangeante dans ma propre maison. Et tous les soirs, j'ai mangé avec lui, j'étais avec lui. Il m'a offert cet espace. C'est pas de l'argent, mais c'est autre chose. Et d'autres gens m'ont donné plein d'autres choses. Et de l'argent, j'en ai reçu d'ailleurs. Sauf que si je m'étais mis les œillères en me disant c'est cette personne-là qui doit me donner en retour de l'argent exactement quand j'en ai envie ou besoin, eh ben on se met des œillères, on ne voit pas tout ce qui se passe. Donc on a l'impression que ça circule pas, alors qu'en fait ça circule, mais pas comme tu l'as imaginé. Et tu vois, le fait que des personnes me donnent de l'énergie, de l'amour, des compliments ou quoi que ce soit, ça m'a permis d'avoir cette confiance en moi, qui m'a permis de créer des choses, qui m'a permis d'oser euh, avancer sur des peurs et ainsi de suite, qui fait qu'aujourd'hui, bah, j'ai un retour d'argent, et qu'aujourd'hui je gagne plus d'argent que quand j'étais chez Renault. Bon, ça dépend des mois, mais potentiel parfois, souvent, ça arrive. Et, euh, et que demain, bah, j'aurai pas de problème en fait à gagner d'autres argent, à créer d'autres argent. Parce que demain, j'ai d'autres aspirations qui me font nécessiter des moyens supplémentaires et qui font que j'ai envie aujourd'hui de créer plus d'argent, non pas par cupidité, non pas par dédain par rapport aux autres, non pas pour des signes extérieurs de richesse, mais parce que j'ai envie que ça se mette au service d'autre chose. Et que je me rends compte que j'ai envie de plus de moyens pour faire ça. Donc tout ça pour dire qu'on ne berne pas l'argent, on ne berne pas l'argent, on ne berne pas l'univers euh, en faisant des choses pour qu'il y ait un retour. Donc pour ça non, sans transition, je vous parlais de nouvelles croyances. Et ben j'ai envie de dire par rapport à tout ce que j'ai dit tout à l'heure, ben, les nouvelles croyances c'est clairement l'opposé. Faites-vous une liste, pardon excusez-moi, faites-vous une liste et allez pareil, je les cite à la va-vite, il y aura un replay, j'ai confiance ça va marcher. Il y aura un replay, vous pourrez vous les noter. C'est moi qui crée mon propre argent. Ma créativité est la source de mes entrées d'argent. Je ne dépends pas ou plus d'un patron pour gagner de l'argent. Et là, je parle de dépendance. Vous pouvez avoir envie que quelqu'un de travailler pour quelqu'un et que ce patron vous verse de l'argent, mais c'est plus un besoin. C'est plus une dépendance. Je peux créer de l'argent tous les jours si je veux. Je peux créer de grosses sommes d'argent. Je peux créer de l'argent de manière fluide et facile. Créer de l'argent ne me rend pas mauvais. Créer de l'argent contribue à révéler mes plus grandes valeurs. J'y reviendrai après ça. Créer de l'argent renforce ma générosité. L'argent que je crée se met au service de la création de ma vie sur mesure. Je n'ai pas besoin d'écraser qui que ce soit pour créer de l'argent. C'est mon art qui crée mes revenus. L'argent est une énergie. L'énergie argent est en quantité illimitée, tout comme l'est l'amour, la vie. L'argent ne m'appartient pas, je n'ai donc pas à le retenir. L'argent ne m'appartient pas, je n'ai qu'à le laisser circuler en moi. L'argent va et vient et c'est ok. Ça, c'est un échantillon. Voyez avec tout ce que vous aviez comme croyances limitantes et transformez-les. Les croyances positives, c'est une diction, une formulation positive et une formulation au présent de l'indicatif. Vous voyez, je n'ai pas dit je pourrais créer plus tard mon propre argent. Non, je crée mon argent. Ma créativité sera la source de mes entrées. Non, la créativité est. Donc,
Tout existe au présent, donc parlez au présent. Ensuite, l'étape d'après, bah, c'est sortir des croyances, parce que j'en ai déjà parlé aussi, et je vais le redire là. Euh, je- Les croyances sont bancales et fragiles. À tout moment, on peut vous dire vous êtes beau, et puis quelqu'un vient vous dire ah bah non, en fait, vous êtes laid. Et vous allez potentiellement pouvoir le croire si c'est quelque chose qui est juste limité à une croyance. Et puis vous allez pouvoir croire que vous êtes laid, et il vous suffit d'une personne qui vous dise ah mais vous êtes super beau, pour que vous vous dites ah peut-être que ouais, peut-être qu'il a raison. Alors parfois il faudra une personne, parfois il faudra 10 personnes, mais le fait est c'est que une croyance, elle peut être bousculée, changée à tout moment. Et aussi bien parce que je vous propose, vous pouvez transformer une croyance négative en croyance positive, mais que si vous ne faites rien en action, en relation avec ces croyances, puisque je rappelle aussi, ça j'en parle souvent, mais que on va dire qu'il y a un système de matérialisation qui part de mes pensées, enfin mes croyances les plus dominantes créent mes pensées, qui créent elles-mêmes mes paroles, qui créent mes actions, et mes actions créent ma réalité que j'expérimente. Donc la réalité que j'expérimente contribue à renforcer mes croyances, qui renforcent mes pensées, et ainsi de suite. Et vous voyez que c'est un cercle. Donc, si une fois que vous agissez sur la partie croyance, vous ne modifiez pas vos pensées, vos paroles, vos actions, votre réalité ne changera pas. Et donc petit à petit, vu que la réalité ne changera pas, vos croyances redeviendront négatives. Donc c'est comme ça qu'on peut basculer d'une positive à une négative parce que ça continue d'agir et voilà, c'est un cercle sans fin, une roue sans fin. Donc voilà, pour sortir des croyances, il faut prendre conscience que la croyance est bancale et que du coup, bah, moi j'ai envie de développer et j'ai développé, alors, plus ou moins efficacement hein, bien sûr, hein, parce que je ne suis pas parfait, mais j'ai développé plutôt une foi en la vie, en la loi de l'abondance, qui est que tout circule, entrée, sortie, comme je l'ai dit tout à l'heure, et que l'abondance c'est la base de la vie. C'est pas une technique, c'est pas un outil, c'est pas une manipulation pour obtenir ce que notre mental veut. L'abondance, c'est la vie. Et donc, c'est ça qui... voilà, c'est le fait de prendre conscience que cette abondance, c'est la vie qui va faire que ça va stopper les peurs, les conditionnements et les croyances. Parce que vous rentrez dans une foi, et la foi, pour moi, je la décrirais comme une croyance indémontable. J'ai foi en la vie, bah, tu peux me dire ce que tu veux, que tu aies une expérience positive ou négative, moi j'ai foi que ça va se passer comme ça doit se passer. Et c'est là où il y a quelque chose de différent, c'est que l'expérience négative et positive, c'est une expérience qui est jugée, qui est polarisée, alors que l'expérience est juste. Ensuite, voilà, quel jugement on fait? Par exemple, la période Covid, c'était pour certains une hécatombe et pour certains les meilleurs moments de leur vie. Pourtant, c'est la même période qui est vécue par tout le monde. Donc comment ça se fait qu'il y en a qui le voient positivement et d'autres qui le voient négativement? C'est bien que on sort de la neutralité de ce qui est pour entrer dans la polarité par rapport à une personne, à une expérience, à des conditionnements, à des croyances et ainsi de suite. Donc je développe foi en moi, en la vie et surtout en mes ressources. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui j'arrive à avoir cette foi, c'est que j'ai expérimenté de créer des choses par moi-même, de générer, d'écouter mes envies, mes idées, mes intuitions et de les mettre en application. Et on m'a fait remonter des peurs. Eh ben, je ne les ai pas écoutées. On m'a fait remonter des croyances, je ne les ai pas écoutées parce que j'ai déterminé que non, je voulais aller faire ça. Je préfère me casser la gueule et être sûr, plutôt que d'imaginer que je vais me casser la gueule et de ne rien le faire et potentiellement avoir des regrets plus tard. Moi, un de mes gros pourquoi, c'est vraiment ça, c'est vraiment l'aspect regret. Je vais y revenir juste après. Et donc, la vie, elle s'exprime comment? Pareil, je le dis et je le redis, il n'y a pas que moi qui le dis, elle s'exprime par les idées qu'elle vous insuffle, elle s'exprime par les envies, par les intuitions, mais surtout par l'expérience, quoi. Le meilleur message de la vie, c'est l'expérience qu'elle vous fait vivre. Quand vous refusez l'expérience, vous refusez le message. Donc, potentiellement, il ne vous reste plus qu'une chose, c'est la croyance. Donc, je veux dire, ça paraît simple. Non, ça ne l'est pas. Mais oui, ça l'est finalement. Quand on l'expérimente, on voit que c'est plus simple que ce qui n'y paraît. Donc aujourd'hui, par rapport à tout ce que je viens de dire, vous avez pu vous rendre compte que je n'ai pas donné de formule magique pour gagner de l'argent parce que ça n'existe pas.
Il y en a qui vont jouer en bourse, il y en a qui vont faire de la crypto, il y en a qui vont faire de l'investissement, il y en a qui vont créer des accompagnements, qui vont créer des formations, qui vont vendre des peintures, des tableaux, qui vont créer des bijoux, qui vont faire de la musique. Et ça peut tout autant marcher que de ne pas marcher. Donc pourquoi? Pourquoi? Eh ben, c'est là vraiment la question à laquelle je vous demande de répondre en fait. C'est pourquoi vous voulez gagner de l'argent? Au service de quoi ça va se mettre? Qu'est-ce que vous voulez créer dans votre vie qui va au-delà de l'argent? Et du coup, quelle est votre motivation à faire ça? Est-ce que la motivation, c'est juste pour gagner de l'argent par peur? Est-ce que c'est gagner de l'argent pour montrer que vous en avez? Est-ce que c'est gagner de l'argent pour faire un concours avec tel ou tel pote? Ça risque de pas marcher tout ça. Moi, j'ai envie de dire que derrière l'envie de gagner de l'argent, il y a un pourquoi plus profond. Un petit peu comme je vous disais, pourquoi est-ce que tu fais naturopathe? Pourquoi est-ce que tu es coach? Pourquoi est-ce que tu es musicien? Pourquoi? Bah parce que c'est une activité qui me plaît bien et qui me permettra de vivre de cette activité et du coup d'avoir un boulot qui a du sens pour moi. Oui, mais comme j'ai déjà dit à plusieurs reprises aux personnes que je coach, tu peux très bien être naturopathe ou coach et pourtant faire un burn-out. Donc, tu peux aussi avoir un modèle qui ne marche pas dans un boulot qui te plaît en fait. Et donc pourquoi tu gagnes de l'argent? Eh ben c'est à ça. J'ai pas la réponse. Je vais vous donner peut-être mon pourquoi, mais pourquoi je veux gagner de l'argent, c'est pas pour manger, c'est pas pour boire, c'est pas pour se loger, c'est pas pour être à l'abri, c'est c'est au service de quoi ça va se mettre finalement. Et que moi aujourd'hui, si j'ai envie de gagner de l'argent et plus d'argent, c'est parce que euh, j'ai envie de pouvoir faire en sorte que l'argent ne soit plus un problème dans mes pensées de tous les jours. C'est parce que j'ai envie de contribuer à dire à mon fils qu'il peut faire tout ce qu'il veut dans la vie, argent ou pas argent, fluidité ou pas fluidité. Et que incruster une croyance à mon fils qui dirait tu peux pas tout faire dans la vie parce que tes moyens sont limités, parce que si, parce que ça, bah moi c'est quelque chose que j'ai pas envie de faire parce que c'est quelque chose qu'on m'a inculqué. Et du coup, bah, ça m'a demandé beaucoup de boulot et aussi de souffrance parfois, plus ou moins élevée, pour justement pouvoir faire ce que je veux aujourd'hui. J'ai envie de gagner plus d'argent parce qu'aujourd'hui, je me rends compte que malgré tout, l'argent est au cœur de notre société, qu'on l'accepte ou qu'on l'accepte pas, qu'on se dise que c'est bien ou que ce n'est pas bien. Et on voit très bien que aujourd'hui, c'est les gens qui ont de l'argent qui mettent des choses en place, qui à grande échelle en tout cas. Je ne parle pas du potager que vous allez faire au fond de votre jardin qui va vous permettre de nourrir votre famille, éventuellement un petit peu les voisins. Mais ce qu'on voit, c'est que Rafael Nadal, Novak Djokovic, Roger Federer, les modèles dont j'ai parlé tout à l'heure et qui me portent moi, s'ils ont pu créer des écoles pour les enfants les plus défavorisés, qu'ils ont pu créer des systèmes de collecte de nutrition, un petit peu comme les Restos du Cœur en Serbie, pour pouvoir nourrir les personnes les moins aisées, c'est parce qu'ils avaient beaucoup d'argent, qu'ils ont pu acheter les bâtiments, les structures, financer les gens qui font là, qui donnent à manger, qui font à manger, qui collectent et qui redistribuent. Et pourquoi ils ont pu le faire? Non pas parce qu'ils avaient la volonté, non pas parce qu'ils avaient le cœur, pas seulement, mais aussi parce qu'ils avaient l'argent de financer tout ça. Et grâce à leur art, qui dans ce cas-là est le tennis, eh ben, ils ont pu mettre l'argent au service, certes, de leur vie la plus idéale, mais au service de ces causes. Et que ouais, peut-être que demain on va retourner à un système de troc. Peut-être que demain on va évoluer, faire partie des planètes les plus évoluées et de ne plus enfin avoir cette notion d'argent. Hein. Regardez la Belle Verte, où la fille, elle arrive, Colin Serrault, elle arrive en disant «Oh, je suis tombé dans une période où les mecs ont encore besoin d'argent». Si vous lisez Ami, l'enfant des étoiles, dont je vous ai fait, enfin, que je vous ai partagé la référence, excusez-moi pour le français, là, mais régulièrement, oui, Ami dit que dans les civilisations évoluées, il n'y a plus d'argent. Oui, mais aujourd'hui, il y a encore. Et aujourd'hui, ce qui se fait va pas dans le sens
de la communauté. Le gouvernement mondial qui veut être créé aujourd'hui, c'est dans un esprit de manipulation mondiale, et pas dans un esprit de réunification de toutes les peuplades pour vraiment avoir la loi de l'amour et du partage et de la solidarité comme loi qui gouverne notre monde. Par contre, je me dis que si moi, en tant qu'infiltré, d'une certaine manière, je me mets à gagner plus d'argent, à créer plus d'argent, et que je peux mettre au service des causes qui me vont moi, et ben là j'ai un impact plus grand que ce que je suis moi. Et oui, j'utilise l'argent, comme j'utilise aujourd'hui les réseaux sociaux. On pourrait dire que les réseaux sociaux, ça, c'est un outil à double tranchant. On peut manipuler les gens ou leur apporter le meilleur. Moi, j'essaie de l'utiliser pour apporter le meilleur. Pareil pour l'argent, je vais essayer de l'utiliser pour apporter le meilleur. Et après, on m'a aussi souvent fait cette réflexion quand j'ai partagé les petits sondages la dernière fois sur l'argent, que... j'ai oublié. Euh, Bon, je vais retrouver sûrement après, mais voilà. Donc aujourd'hui, quel est votre pourquoi? Et que moi, je ne veux pas aujourd'hui gagner de l'argent, pour être riche, pour quoi que ce soit. Je veux gagner de l'argent pour que aujourd'hui, je puisse le mettre au service de quelque chose de plus grand. Certes, le mettre au service de ma vie idéale, mais aussi le mettre au service de ce qui m'estime juste. Et oui, on me disait, ouais, mais les gens, ils font rien. Attention au jugement. C'est pas parce que les gens, avec leur argent, investissent dans des endroits, dans des causes ou créent des projets qui ne vous parlent pas qu'ils ne font rien. Si vous vous dites faut absolument faire la sauvegarde des océans et les gens pourtant ils mettent l'argent pour des causes, je sais pas, les delphinariums ou les zoos dans le j'ai envie de dire dans les villes ou voilà, peu importe. Et que vous, faut absolument aller sauvegarder les fonds marins parce que c'est ça le truc. 80% de l'oxygène est créé par le plancton et avec les fonds marins qui sont saccagés, on va plus avoir d'oxygène. Et donc, sous prétexte que vous, votre cause, c'est ça, vous ne voyez pas les gens, ce que font les gens à côté. Et ça ne veut pas dire qu'ils ne font rien. Ça veut juste dire qu'ils ne font pas ce que vous estimez être juste. Donc, il y a aussi ça. Il n'y a pas peu de gens qui agissent. Il y a sûrement peu de gens que vous voyez agir dans la direction qui vous paraît la plus juste. Et ça, c'est un jugement. C'est votre jugement. Et du coup, il se fait beaucoup de choses à petite et à grande échelle. Ensuite, c'est pas parce qu'on ne se montre pas sur les réseaux ou dans les médias qu'on ne fait rien. Et il y a beaucoup de gens que je connais, moi en plus, qui font des choses à leur échelle. Et pourtant, ils n'ont pas Insta, ils n'ont pas Facebook, ils ne sont pas mis en avant par leur ville, et ainsi de suite. Mais ils font des choses. Et bien, ça existe. Donc, il n'y a pas peu de gens. Il y a le focus qui est fait sur le fait que dans les médias, on donne des bonnes nouvelles. Dans les médias, on contribue à faire en sorte que les patrons du CAC 40, les politiques soient mal vus, ce qui contribue à entretenir vos croyances, ce qui fait que vous ne cherchez pas à en gagner plus, ce qui fait que du coup, vous n'avez pas cette notion de pouvoir finalement qui pourrait être le vôtre, qui vous permettrait d'agir différemment. Donc vous continuez d'être OK à être asservi, tout en continuant d'être OK avec le fait qu'il y ait des asservisseurs, des maîtres, enfin en gros une histoire de maître-esclave, de contrôle contrôlé. Et voilà, donc c'est pas une pensée qui est consciente, bien sûr, je suis pas en train de vous attaquer ou de vous juger, mais c'est un fonctionnement qui existe. Et il est comme ça. Donc, pour conclure, avant de passer à la question que j'ai pas vu passer, et peut-être d'autres, j'ai envie de dire que la quantité d'argent ne conditionne pas le fait d'être bon ou mauvais. Pour moi, c'est un révélateur et un amplificateur de qui tu es foncièrement. Et si tu es quelqu'un de mauvais, de pingre, de, d'égoïste, et qui est mené par la peur, le fait d'avoir beaucoup d'argent va juste amplifier ce phénomène. Alors que si tu es déjà quelqu'un de bon, de généreux, qui fait des choses par amour, tu vas amplifier ce phénomène aussi. Et donc pour moi, l'argent n'est qu'un révélateur, c'est pas une source. Pareil, dans mon sondage, il y a quand même des personnes qui m'ont dit ouais mais l'argent ça change les gens. Et quand j'ai demandé en bien ou en moins bien, c'était à peu près 50-50, le certains en bien, certains en moins bien. Et pour moi, les gens ne changent pas. Ce qu'ils sont est révélé et amplifié. Ce qui est donc quelque chose qui est amplifié, c'est plus visible. Entre un grain de sable et une falaise,
Vous voyez bien que c'est à peu près la même chose, sauf qu'il y en a un qui est comme ça et l'autre qui est comme ça. Donc il y en a un à côté de qui tu peux passer et de ne pas te rendre compte de l'impact qu'il a, et l'autre, tu sais clairement que la falaise, elle est là, elle est imposante avec tout ce que ça crée derrière. Donc voilà. Ensuite, moi, ce qui a beaucoup changé, c'est que ce n'est pas moi qui suis au service de l'argent, c'est l'argent qui est au service de la création de ma vie sur mesure. C'est-à-dire que si je travaille pour l'argent, je vais me sacrifier et je vais être dans une énergie de besoin, de peur et ainsi de suite, qui fait que je travaille pour gagner de l'argent. Alors que moi, aujourd'hui, le plus que je peux, c'est ce que je fais, et j'essaie de changer de posture quand je vois que ça redérive, c'est que je veux que l'argent se mette à mon service. Et jusque-là, j'avais peu d'envie, donc je créais peu de moyens. Aujourd'hui, j'ai plus d'ambition, plus d'envie de faire des choses à plus grande échelle pour différentes raisons, et donc je vais faire en sorte de générer plus d'argent, de créer plus d'argent pour qu'il se mette au service de ce que je veux créer. Donc je ne suis pas dans de la cupidité, dans l'amas, dans le capitalisme, mais plutôt dans, voilà, j'ai plus d'envie. Alors, vu que c'est grâce à ça que je vais pouvoir y accéder plus facilement et plus rapidement, je vais faire ce qui est nécessaire pour pouvoir créer cet argent. Et ensuite, j'ai envie de citer Nathalie Lefebvre, avec qui j'ai beaucoup parlé, notamment dans le programme Entrepreneur, et qui, voilà, aujourd'hui, j'aime garder ce lien avec elle parce que je l'aime beaucoup, cette femme. Elle me disait, ne croyez pas que vous avez un projet qui vous arrive en tête sans déjà avoir tout le package complet pour pouvoir le réaliser. Donc souvent on se dit, ouais, j'ai pas assez d'argent, j'ai pas assez de connaissances, j'ai pas assez de moyens pour faire ça. Mais pourtant tu as eu l'idée. Et donc si tu as l'idée, c'est que tu as déjà tout, en fait, pour le faire. Ça ne veut pas dire que tout t'est révélé, que tout est conscientisé, que tu n'as pas à aller chercher des personnes, des moyens, des structures, des choses pour pouvoir le mettre en place, mais que toutes les ressources qui sont nécessaires à soi sont déjà à l'intérieur de toi pour que tu puisses créer ce que tu veux créer. Et justement, aujourd'hui, par rapport à des choses que j'ai envie de créer, j'en parlerai peut-être plus tard, mais ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui, ça fait déjà assez longtemps que je suis en live, je me rends compte que j'ai des peurs, qu'il manque des choses, mais que j'ai tout en moi, et que je me forme, que je me renseigne, que je discute, que je m'associe, que voilà, qui va me permettre de pouvoir créer tout ça. Alors, maintenant que je vous ai fait tout ce partage, on a perdu quelques personnes, mais vous êtes encore là, et il y aura le replay, vous pourrez le regarder comme vous voulez. J'ai envie d'aller scroller un petit peu. Merci pour vos messages, j'ai pas forcément pu tout lire en direct, mais je voudrais aller rechercher là où les questions. Alors, au passage, pendant que je cherche ça et que je réponds, n'hésitez pas à utiliser la petite... en principe, il y a un petit truc là avec une bulle, avec un point d'interrogation. Posez vos questions ici plutôt que dans le fil, ou alors faites-le dans le fil, mais bon, c'est plus facile pour les retrouver, parce que là, vous voyez, je scrolle et vous vous ennuyez. J'imagine un monde où l'argent des gens sera un don de soi, de son art mutuellement, qui participe au grand tout en équilibre. Je rêve de ce monde où chacun participe, telle la nature. Oui, c'est un très beau rêve. Mais j'ai envie de dire qu'il y a un mais. C'est-à-dire que, avant d'atteindre le sommet de la montagne, quelles sont les étapes intermédiaires qui sont à faire avec les moyens du moment, avec la règle du jeu du moment, avec la société du moment, pour pouvoir atteindre ça. Et j'ai envie de dire, il y en a qui rêvent et il y en a qui agissent. Alors ils vont être jugés ceux qui agissent parce que c'est pas le bon moyen, c'est peut-être pas la bonne porte d'entrée, c'est peut-être pas le truc le plus nécessaire. N'empêche qu'ils agissent. Là où le rêveur continue de rêver. C'est pas une critique, hein, bien sûr, c'est juste pour prendre conscience que le rêve, c'est en principe quelque chose qui te sert à te mettre en mouvement pour faire quelque chose. Sauf qu'il faut y aller étape par étape. Pour aller dans une direction. Et ensuite, en fonction de l'expérience que tu vis, de tout ce qui se passe, peut-être que le rêve changera, bifurquera un peu, s'ajustera. Alors si tu restes dans la posture de rêve, tu vas rester aussi dans la frustration de jamais pouvoir le vivre. Mais le problème, c'est pas que le rêve est inatteignable, le problème, c'est que qu'est-ce que tu fais pour l'atteindre? Alors, il faut changer le brocoli. Yes. Alors, dis donc, il y a du monde qui est passé ici. Elle est où la question? Alors, voilà. Marianne, quand on a eu de grosses difficultés financières pendant un moment type endettement, comment ne pas tomber dans la peur que ça se reproduise?
Encore une fois, j'ai pas de recette magique. Moi aussi, j'ai été à 2 000 € de découvert pendant des mois, pendant des années même, et parce que je dépensais plus que ce que je gagnais. Donc, j'ai envie de dire, à un moment, comme une cure, eh ben, qu'est-ce que tu fais pour vraiment ne plus avoir ces difficultés? Ben, quand tu gagnes 1 €, t'en dépenses pas deux. Qu'est-ce que tu dois faire pour ça? Où sont tes priorités? C'est à toi de le faire. Comment tu peux écouter tes idées, comment tu peux t'associer, comment tu peux peut-être demander des financements pour créer quelque chose, comment tu peux générer en fait des idées en écoutant tes intuitions, comment tu peux générer des projets, des choses comme ça qui vont te faire finalement gagner plus d'argent. Dans quoi tu vas investir ton temps et ton argent actuel pour que ça se mette au service de ce que tu rentres. Donc, je suis désolé, j'ai pas le truc de dire ouais bah tu manges des pâtes et du pain pendant 6 mois et tu vas voir que ça va aller mieux, bah non. Parce que si à côté de ça tu dépenses à tout va, c'est compliqué. Après, je sais qu'il y a des personnes aussi qui ont aussi des revenus et qui se disent bah moi une fois que j'ai payé mon loyer, bah j'ai plus grand chose. Donc ma réponse va être facile et peut-être jugeante, peut-être une attaque, peut-être brutale. Mais si ton loyer est trop élevé, est-ce qu'il n'y a pas un endroit où un loyer serait moins élevé? Ou comment est-ce que tu peux faire autre chose pour générer plus de revenus? Quelles sont tes dépenses? Quelles sont la régularité de tes dépenses? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose sur lequel tu peux faire l'impasse à un certain moment? Que ce soit quelque chose aussi faible que... je sais pas, je vais reprendre l'exemple que j'ai dans la formation que je suis en ce moment. Par exemple, le mec il disait, bah, tu vas boire ton café au troquet du coin à 1,50 €, bah, 1,50 € c'est rien. Mais fois 30 jours, fois 12 mois, au final, ça te fait 500 € par mois, par an. Est-ce que ces 500 € peuvent pas être mieux investis? Le temps que tu fasses ce qui est juste pour ensuite te réoffrir ça, tu vois. L'idée, c'est pas de te priver ad vitam aeternam, mais c'est plutôt de où sont tes dépenses, où est la nécessité, quels sont les gains que je peux faire en plus, quelle est la dépense que je peux faire en moins, quel est le changement de situation que je peux opérer, tu vois. Et ça demande parfois de grosses choses, tu vois. Moi, quand je me suis reconverti en naturopathie, ça a toujours été OK pour moi, enfin toujours, au moment où j'ai décidé de le faire, mais ça a été OK pour moi de me dire, si un jour j'ai plus assez de revenus et que je dois changer de ville pour avoir une vie moins chère, parce que j'habitais dans la vallée de Chevreuse, qui est assez coûteuse quand même, parce que c'est un endroit assez riche, si je dois changer de ville pour avoir un loyer moins cher, mais me permettre de faire ce que je veux, bah, je vais le faire. Alors, ça challenge, bien sûr. Ça demande de revoir l'aspect de confort immédiat, l'aspect de confort matériel ou l'aspect de confort de vie mental aussi. Est-ce que le confort matériel ne peut pas être diminué au profit d'un confort mental et émotionnel à un moment donné? Voilà, sans dire que chaque choix doit être définitif, mais quel est le compromis que tu fais, quoi. Ensuite, des questions. Alors, pas de questions là à chaud, mais merci d'avoir été authentique. Avec joie. Tu as fait le tour de beaucoup de choses. Merci, c'était enrichissant. Valeur, partage. Eh bien, écoute, génial. Je suis vraiment ravi que ça vous ait parlé, que ça vous ait apporté. Dans tous les cas, je vais tenter de mettre cette vidéo en replay ici, maintenant, dans la foulée. Et je vais aussi le mettre sur ma chaîne YouTube pour que peut-être ce soit plus facile de le retrouver. Je vais essayer de... Enfin, quand je dis je vais essayer, je vais le faire, mais je ne sais pas quand, de créer un petit montage avec un menu dynamique pour pouvoir accéder plus facilement en fait à chaque partie sur la problématique du jour, les connotations, les peurs, les croyances, les modèles, pour que vous puissiez en fait peut-être la regarder en plusieurs fois, parce que j'ai conscience que c'est une vidéo qui est longue. Et je vais faire en sorte que vous puissiez facilement la regarder en plusieurs fois en la découpant avec, vous savez, les menus dynamiques pour vous permettre d'y revenir et ainsi de suite, pour que vous ayez vraiment tout et que vous puissiez le regarder à votre rythme. Donc voilà, je suis revenu ici, tac tac tac, bon je vois qu'il n'y a pas de nouvelles questions. Merci beaucoup d'avoir été présent, merci beaucoup de vos interactions, merci beaucoup de la pluie de likes que j'ai vu voler tout au long de ce live qui fait 1h23 et je pense 1h25 le temps que je termine. Et merci aussi de votre ouverture, aussi bien par rapport à ce que je partage, par rapport aux choses qui peuvent être challengeantes, parce que je sais que bah, mon discours parfois il peut être un petit peu tranché ou un petit peu brutal au premier abord en disant bah écoute si t'es en galère, bah, cherche comment t'es en galère en fait, pour résumer, hein, mais
je trouve que c'est aussi juste. C'est-à-dire que j'estime depuis longtemps que les personnes qui viennent me voir, même si c'est brutal, même si c'est jugeant, enfin ça paraît être un jugement, même si ça peut secouer des esprits ou des personnes, je sais que quand on vient me voir, c'est pour ça. Et que même si au premier abord ça peut être difficilement accueilli, je sais que ça va faire son chemin et que souvent à la fin on vient me dire merci. Alors, merci, je l'accueille avec joie. Merci à vous, merci pour tout ce que vous faites, merci pour votre présence, merci pour me permettre de pouvoir avoir ma voix qui est portée à plus grande échelle par vos sollicitations et par votre présence ici. Et puis merci aussi parce que vous savez que le jeu d'Instagram me permet d'être visible par vos likes, par vos commentaires, par vos repartages, par le fait que vous enregistrez les publications. Et donc, merci de faire tout ça si ça vous parle. Et voilà, je vous souhaite une super journée. Je vous fais des gros bisous. Merci pour tout et à très vite. Ciao, ciao.